Marc Danzon, bonjour. Ravi de vous retrouver au cœur de ce musée des arts de la médecine à Paris, dans cette série témoin d'une histoire en santé. Vous avez été pendant de nombreuses années le directeur de l'OMS pour la zone Europe. J'aimerais dans un premier temps qu'on puisse revenir sur cette vaste zone dont certains nous ont parlé. Comment concilier une telle diversité de cultures en santé au sein de cette vaste zone Europe de l'Organisation mondiale de la santé? C'est sûrement le problème le plus difficile, mais aussi le plus excitant. Il y avait à l'OMS Europe 53 pays, qui allaient de l'ancienne Union soviétique jusqu'aux pays de l'Europe de l'Ouest. Donc ce sont des cultures différentes, très différentes, à tous les niveaux. Il n'y a pas que la santé, même dans la vie quotidienne. Et il fallait faire des synthèses, trouver des points communs. Ça simplifie les choses d'ailleurs. On se pose moins de problèmes sur les détails, mais par contre, la compréhension de la différence culturelle, c'est quelque chose qui est très stimulant. Et je disais toujours, comment gouverner une organisation où, par exemple, les Russes aiment l'autorité et les Danois ne peuvent pas la supporter. Ça, c'était quelque chose de difficile, mais on arrive, quand on partage des valeurs, c'est très important, les valeurs, à trouver de nombreux points d'entente et à gommer les difficultés qui dérivent de la mécompréhension, parce qu'en plus, il n'y a pas que la culture, il y a aussi la langue. Donc la plupart des gens avec qui nous travaillons avaient des langues différentes. Donc il faut faire très attention qu'on ne diverge pas artificiellement sur la mécompréhension. Mais, je dis, au niveau des valeurs, des visions de la santé publique, de la santé, on a des points communs très importants. En particulier, l'action humanitaire, tout ce qui est humanitaire, qui se partage assez facilement. Merci pour cette introduction. L'on parle souvent de la définition des priorités de santé au cœur de tous les pays. Quel regard portez-vous sur cet objectif de définition de priorité publique de santé? Alors là, c'est une question que je me suis posée dès mon arrivée comme directeur de la zone Europe. Je trouvais c'est très difficile de dire à quelqu'un « vous n'êtes pas une priorité ». Dans les maladies rares, par exemple, vous n'êtes pas une priorité. Alors on a essayé de regarder les choses de façon horizontale. Au lieu de découper par sujet, ce qui était le cas de l'OMS de mon prédécesseur, nous avons essayé de trouver des lignes horizontales et en particulier de nous intéresser au système de santé, quel que soit le sujet que nous avions à aborder, à traiter, de voir comment définir, comment imaginer un système de santé qui pourrait couvrir l'ensemble des domaines. C'était un challenge très difficile. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait réussi, mais en tous les cas, ce qu'on a réussi, c'est de faire du système de santé la priorité d'abord de la zone euro, puis comme on a bien réussi quand même, c'est devenu la priorité de l'ensemble de l'OMS. Revenons sur un souvenir de 30 ans. 2016, l'on fêtera les 30 ans de la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé. Vous étiez aux côtés de nos nombreux invités, Annette Saboureau, Bernard Pissarro, effectivement l'honorable Marc Lalonde, etc., présents pour ce lancement d'une dynamique promotion de la santé. Quel regard portez-vous sur l'évolution des représentations et des actions en promotion de la santé depuis 30 ans? Je crois qu'indéniablement, la vision qui a été proposée à Ottawa et qui est reflétée dans la charte, c'est une vision très importante, mais elle n'a pas été inventée à Ottawa. Déjà, à l'OMS Europe, avec Ilona King-Bush, on essayait de dépasser
C'est très souvent comme ça que ça se passe. D'essayer de voir large en évitant de voir étroit. Et à Ottawa, on a essayé d'intégrer la promotion de la santé, l'éducation pour la santé, il y a eu de nombreuses discussions, dans un ensemble plus large. Et ça revient à ce que je vous disais sur le système de santé, et ça je crois qu'on n'a pas bien réussi, d'intégrer la promotion de la santé dans la vision large du système de santé, des politiques de santé. J'ai une anecdote sur Ottawa. J'étais porte-parole en fait. J'avais à cette époque-là la responsabilité de l'information. Et j'avais écrit un communiqué de presse que je suis allé discuter avec Ilona. Et elle m'a dit, tu n'as rien compris. Tu parles encore de santé publique? Je lui ai dit oui. Elle me dit, il ne faut plus dire santé publique, il faut dire politique publique de santé. Au début, je me suis dit encore une histoire de différences culturelles. Et en réalité, la vision était large, comme je le disais, qui était de voir comment les décisions de santé avaient des répercussions sur les autres secteurs. Et je pense que la Charte d'Ottawa, elle est riche parce qu'elle regarde les autres secteurs. On parlait toujours de l'intersectorialité, et là, ça voulait dire autre chose quand on dépassait le domaine strict de la santé. Et à Ottawa, il y a eu ça. Donc l'anecdote que je vous dis, elle était très significative en fait. Significative dans l'élargissement, par contre, malheureusement, significative aussi dans le fait qu'on rejetait un peu ce qui avait été fait jusque-là. Et justement, le lien avec le politique. La politique générale s'est construite par un découpage de compétences dans tous les pays du monde, à l'urbanisme, à la santé, etc. La santé implique d'interagir sur tous les déterminants de santé, on a souvent l'occasion d'en parler. Comment accompagner, parce que Morin nous invite toujours à questionner la complexité politique, mais comment accompagner cette dynamique intersectorielle ou transversale, peu importe le mot, en santé? Comment faire en sorte que la politique devienne une politique en faveur de la santé? Alors d'abord, je pense que la santé, c'est devenu un sujet qui est très considéré politiquement. À l'époque, ça ne l'était pas. Aujourd'hui, les responsables politiques sont confrontés à la fois aux crises sanitaires, mais aussi à la demande de l'opinion. Et je pense qu'il manque de culture, souvent les politiques, par rapport à la santé. Ils ne comprennent pas bien ce que c'est, ils en ont peur, souvent, parce que ça éclate et c'est difficile à gérer, l'opinion est très très sensible sur le sujet. Alors je crois qu'il faut, là vraiment, ne pas être égocentrique sur son domaine. D'abord, le domaine de la santé, il devrait déjà balayer devant sa porte. Il y a beaucoup de choses dans le domaine même de la santé où l'interdisciplinarité est difficile à faire. Ça, je pense que c'est indispensable. Et je pense que l'approche du déterminant de la santé est l'approche qui permet cet élargissement. J'insiste beaucoup là-dessus parce que quand on parle de pauvreté, pas le domaine de la santé, ce n'est pas les professionnels de la santé qui vont régler le problème. Par contre, ils ont un rôle à jouer, mais un rôle limité et modeste. Je pense que très souvent, on manque de modestie. Alors il y a des secteurs, faire les soins, c'est du domaine des professionnels de la santé. La prévention médicale, elle est aussi très largement du domaine de la santé. Quand on commence à parler de promotion de la santé, déjà, on est obligé de travailler avec d'autres. Et alors, quand on parle des déterminants de la santé, là, la santé, elle a un petit rôle très important, fondamental, mais elle doit le faire avec d'autres. Donc, je pense que l'approche par les déterminants de la santé, qui est contenue dans la Charte d'Ottawa, c'est une approche qui oblige à plus de modestie et à plus de travail avec les autres, et donc de connaissance des autres. Il y a beaucoup de choses à apprendre d'abord avant de se lancer dans
de grandes théories sur les déterminants de la santé, mais je pense que c'est une vision juste. 4 enjeux qu'on a souhaité questionner avec vous, et sans doute non les moindres, un des sujets pour lesquels vous avez travaillé aussi, mais les enjeux de santé mentale. Il y a une trentaine d'années, déjà, dans le rapport Grémy-Pissarro, par exemple, on alertait sur l'impact possible des évolutions économiques du travail et du non-travail sur la santé mentale. On voit bien que c'est un sujet de plus en plus préoccupant, les souffrances psychiques, le travail, les nouvelles organisations économiques et de travail. Quel regard portez-vous sur l'évolution de la prise en charge et de l'accompagnement de la santé mentale aujourd'hui? Je vais être sévère. Quand on en parle beaucoup, on fait peu. Et on a regardé, quand on était à l'OMS, l'impact d'un secteur qui a été considéré à l'OMS prioritaire, en particulier du temps où l'organisation était dirigée par Gro Harlem Brundtland, qui était très préoccupé, pour des raisons personnelles aussi, de ces problèmes de santé mentale. Et je crois qu'on a essayé de proposer un programme intégratif, intégrant, large, qui n'abordait pas que les soins, mais qui avait cette vision de la santé qui regardait dans différentes directions et qui cherchait à rendre une politique cohérente. Et on a fait des propositions. Certains pays les ont prises, mais très souvent, comme c'est le cas très souvent en France, on a pensé qu'on faisait mieux et que ce n'était pas la peine, ou en tous les cas, on n'a pas trouvé les moyens de mettre en œuvre cette politique d'ensemble qui touche les soins, la prévention, le suivi et surtout la promotion de la santé. Comment éviter dans certains milieux? On a regardé les milieux. Si vous regardez la santé mentale, elle touche tous les milieux et elle demande un effort dans tous les milieux. Dans la famille, très difficile, par exemple, quand on est déprimé, de garder ses liens familiaux, de garder ses liens au travail, de garder ses liens sociaux. Bon, mais si on ne fait pas d'action dans ce sens-là, on est sûr d'échouer. Bon, on fera peut-être du bon curatif, sûrement, et encore on en est loin, mais on est encore plus loin dans les stratégies de santé, dans les politiques de santé, d'essayer de faire mieux comprendre et accepter la maladie mentale, les risques de maladie mentale, et quand elle intervient, la maladie mentale elle-même, dans les milieux professionnels, par exemple, vous avez raison. Deuxième sujet, on sort d'un accord, la COP, un an de discussion autour des enjeux de santé et environnement, un appel de l'OMS or Climate or Health lancé. Suite à cet accord, quel regard portez-vous justement sur l'évolution de la santé environnementale à l'heure des grandes mutations internationales? C'est un sujet difficile, l'environnement. Je l'ai découvert à l'OMS d'abord. Quand je suis arrivé, on devait être en 1985, j'ai vu que dans notre équipe, il y avait une grosse équipe qui s'était consacrée à l'environnement. Ça m'a étonné parce qu'en France, on en parlait très peu. Et l'environnement, c'est difficile parce qu'on ne le rend jamais très concret. On nous raconte beaucoup d'histoires. Moi, j'ai beaucoup de mal à me situer, même par rapport au grand débat, à la grande réunion qui vient d'avoir lieu en France. J'étais à celle de Copenhague, qui était un échec. On a dit que c'était un échec. Est-ce que celle-là est une réussite? Moi, j'étais sûr que ça allait être une réussite, d'ailleurs, parce que c'était prévu pour être déclaré réussite. Et à Copenhague, les Nordiques ne sont pas tout à fait aussi fins. Ils sont plus naïfs. C'est-à-dire, ils ont dit c'est un échec. Mais en France, c'était impensable qu'ils disent c'est un échec. Moi, le seul pari que j'avais fait, c'est une réussite, quoi qu'il arrive. Par contre, quand on se rappelle des enjeux qui avaient été définis pour dire que ce serait une réussite après, là, c'est plus les mêmes. La contrainte, on avait dit, s'il n'y a pas d'action contraignante, c'est un échec. Bon, il n'y a pas d'action contraignante, mais c'est une réussite. Et puis, je crois que la santé n'a pas eu sa place. Pas du tout. Par exemple, je pense à un domaine, l'eau. On n'a pas dit beaucoup de choses sur les effets sur la santé d'une pollution de l'eau ou du manque d'eau.
on parle pour des yeux comme les miens, une oreille comme la mienne. J'ai pas trouvé qu'on parlait beaucoup de choses qui m'intéressaient vraiment. Alors, si c'est une réussite, tant mieux. Moi, je suis très content que dans l'avenir, nos enfants et un autre, que ces 2 degrés, c'était très dangereux. Mais dans le domaine qui est le mien, la santé publique, j'ai pas vu beaucoup de choses. Mais peut-être que j'ai été aveugle. Le lien avec l'enfant, justement, et l'avenir autour des inégalités sociales de santé. Creusement des inégalités sociales de santé dans de nombreux pays. Et le premier victime est l'enfant, avec des chiffres parfois assez alarmants dans les recours aux soins, dans l'accès au logement, dans tous les déterminants. Creusement des inégalités de santé. Alors moi, je les ai vécues pour de bon. Quand on compare ce qui se passe en France, où elles existent très fort, c'est un grand domaine. Je me souviens quand j'ai pris la direction de la zone européenne en 2000, on a proposé pour la grande réunion annuelle pauvreté et santé. Et j'ai entendu, je vous jure que c'est vrai, le représentant de la France m'a dit « Oh, mais ça, c'est pas un sujet qui nous intéresse, c'est pour les pays en développement. » J'ai entendu. Donc, c'est pas intéressant comme sujet. Bon, quelques années après, on a commencé à penser que ça l'était. Mais ça veut dire qu'on part de très loin. Et que c'est horrible à vivre dans certains pays. On l'imagine mal quand on ne les a pas vus. Et en Europe, hein, je ne parle pas de l'Afrique, là, je parle dramatique en Afrique, mais en Europe, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'il y a des inégalités de santé qui ne seraient même pas tolérées en France. On n'arriverait même pas à l'imaginer. Il y a des gens qui meurent devant l'hôpital parce qu'ils n'ont pas accès, parce qu'il n'y a plus d'argent, parce qu'il n'y a pas de matériel. Alors, lutter contre les inégalités de santé, c'est un sujet qui est absolument représentatif des efforts que le domaine de la santé a à faire pour participer à des actions collectives où il sera minoritaire. Il faut lutter contre les inégalités. Alors bon, moi, on peut dire il y a qu'à, il faut. C'est un sujet éminemment politique, où il faut une volonté politique, le mettre en premier sur son agenda. Je crois que c'est, comme beaucoup de sujets, on le dit dans les discours, les ministres en parlent quand ils sont nommés, et puis ils oublient assez vite. J'ai assisté en Angleterre, ils avaient vraiment fait un très très gros effort pour mettre ce sujet unique. D'ailleurs, quand ils parlaient, la politique de santé en Angleterre, c'est les inégalités de santé. Bon, je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment réussi. C'est vraiment un sujet qui demande de l'intelligence, du travail commun, de vraies réflexions et de vraies actions. Je pense qu'on va aller très très loin. Et donc, on continuera à voir des gosses mourir ou des gosses en mauvaise santé parce que ceux qui avaient le moyen et la possibilité de le faire ne sont pas impliqués assez. Plus qu'une tendance, certains parlent de révolution, pour finir sur cette dernière thématique, le digital, la révolution numérique, technologique. Questionner la santé aux frontières de la technicité et des humanités, comme on en parlait à l'instant. Quelle perception avez-vous sur cette révolution technique et numérique? Nouvelle communauté de patients en ligne? Ah oui, d'accord, plutôt comme ça, plutôt que sur l'électronique. J'allais y venir justement. Nouvel outil de participation du citoyen dans le champ de la santé. Alors, moi je pense d'abord que tout ce qui permet la démocratie sanitaire, plus de démocratie sanitaire, c'est bien, il faut aller dans ce sens, c'est même un domaine prioritaire. Dans la priorité, c'est la priorité, ou des priorités. Et on est toujours étonné quand on associe les gens, plus que les patients, les gens de leur intelligence, de leur compréhension, de leur vécu des problèmes, souvent d'ailleurs plus que les experts, très souvent. J'ai participé aux États généraux de la santé, c'était frappant de voir la distance entre les experts et les gens. Et je vous le dis vraiment,
c'est exagéré. Il y a des moments où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils savent plus de choses que les experts? Dans le domaine de l'environnement, ça m'a frappé. Bon. Alors, s'il y a des nouvelles technos, je ne suis pas de ceux qui disent que la technologie change la vie, encore qu'aujourd'hui j'ai des doutes. Je pense que tout ce qui est Internet, tout ce qui est l'accès à la communication, il faut le regarder des deux côtés, à la fois ce que ça apporte, mais les risques qu'on court. Il y a toujours, quand il y a un domaine comme celui-là qui génère sûrement des sommes d'argent monumentales, que la puissance économique va dominer la puissance démocratique. Je pense que c'est comme ça. Par contre, les associations de patients, par contre, l'accès à l'information, sont des choses formidables. D'un autre côté, l'usage qui peut en être fait m'effraie, parce que ces outils sont aussi dans les mains de gens qui n'ont pas la santé des communautés ou des individus comme priorité. Et on le voit très bien, les médicaments, les faux médicaments, des choses comme ça où on a l'impression qu'on abuse. Par contre, c'est vrai que le fait que les gens puissent prendre la parole, enfin prendre la parole, c'est important. Alors bon, je suis ambigu. J'espère que, par contre, je pense que c'est l'autorité des pouvoirs publics que de faire le tri et de guider les gens dans ce dédale compliqué de l'information qui vient de tous les côtés et toute la journée. En guise de conclusion, ou plutôt d'ouverture, en écho à la dernière partie de la charte d'Ottawa qui était plaidoyer d'avenir pour la santé, je vais vous demander en quelques mots quel serait votre plaidoyer d'avenir pour la santé. D'abord, je n'y participerai pas beaucoup à mon âge. J'ai vu des choses évoluer. Je vois surtout qu'on réinvente souvent la roue. Hein. On repart où on était il y a 20 ans et puis on redécouvre. Alors moi, je dirais, si j'avais un vœu à faire, serait qu'on arrive à bien évaluer les actions de santé, à dire les actions qui ont des chances de réussir, celles qui vont échouer, et qu'on se parle entre ceux qui ont envie ou besoin de lancer des actions et ceux qui les ont déjà faites. Il y a un manque de communication sur ces sujets, un peu au niveau international. Il y a un observatoire des systèmes de santé à Bruxelles, l'OMS est une partie prenante, qui fait ce genre de rencontre. C'est capital. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sans arrêt refaire les mêmes erreurs et ne pas s'inspirer de ce que font les autres. Et ça pose le problème d'une vraie évaluation des actions de santé, qui ne soit pas de l'auto-évaluation et qui ait une vraie méthodologie. Et si j'ai un regret, je ne suis pas arrivé à faire ça, j'avais envie de le faire quand j'étais à l'OMS, je n'ai pas trouvé. Alors peut-être que je suis trop dur sur l'évaluation, peut-être que c'est moi qui ne sais pas qu'il y en a, mais en tout cas, elle n'est pas dans la vie quotidienne. Et dans les bilans, je parle des bilans de fin d'année de l'OMS, c'était qu'est-ce qu'on a bien fait, c'est moi qui l'ai fait, je ne parle pas de moi, je parle des équipes. Ce que j'ai fait est formidable, mais je ne peux pas le démontrer, et surtout je ne peux pas le transmettre. Il y a un problème de transmission de la connaissance liée à l'action. Les équipes de recherche sur les données probantes seront heureux et l'évaluation, que vous puissiez en ce sens participer à la valorisation de leurs travaux et de leur dynamique. Marc Donzon, merci à vous, merci infiniment pour votre témoignage. Merci. Merci. Merci.